La grande édition sur i24 News, bienvenue, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient et au programme ce soir. Le chaos grandissant dans le sud de la bande de Gaza au lendemain de l'embuscade qui avait fait 4 blessés dans les rangs d'Israéliens. Tsahal a frappé à Rafah ces dernières heures. On a appris en parallèle la mort de Yasser Abou Shabab, chef d'une milice bédouine, rivale du Hamas. Trahison ou conflit interclan, des zones d'ombre. Mais le constat de fractures internes dans cette partie du territoire, alors qu'il ne reste plus qu'un seul corps d'otage à récupérer, celui de Ran Gvili. Surprise diplomatique, un médiateur américano-palestinien croit savoir que le Hamas serait prêt à discuter de son désarmement. Nous ferons le point également sur la tension persistante au nord d'Israël où l'armée israélienne invite les Libanais à s'éloigner des zones où se trouve le Hezbollah. Transformation, révolution, Binyamin Netanyahou poursuit la métamorphose des services de renseignement. Après le choix très contesté de David Zini à la tête du Shabak, nouvelle étape et nouveau visage aux manettes cette fois du Mossad. Le Premier ministre israélien choisit son propre secrétaire militaire. Roman Goffman est un héros du 7 octobre. Problème pour certains, il n'est pas directement issu de la prestigieuse agence. Les règles sont bousculées, colère des anciennes élites, satisfaction au sein de la coalition. Nous ferons sa connaissance et le tour des implications. Enfin, un invité exceptionnel, impossible d'échapper à son répertoire depuis plus de 60 ans. Il aura marqué des générations entières. Il symbolise le mariage subtil entre sonorités arabo-andalouses et chansons françaises. Oui, c'est bien Enrico Macias qui sera avec nous tout à l'heure. Il s'apprête à recevoir une récompense de l'Université de Tel Aviv pour l'ensemble de son œuvre, son parcours, sa vision des récents événements en France, en Israël. Rendez-vous tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Toujours aussi difficile de lire le puzzle des événements récents à Gaza, tensions sécuritaires, diplomatiques et même internes. On le voit aux différentes composantes palestiniennes. Cette journée de jeudi constitue un nouveau cas d'école. On va d'abord mettre de l'ordre dans tout cela avec notre envoyé spécial qui nous attend dans le sud d'Israël. Bonsoir Jonathan Serrero. Vous êtes en direct. On commence avec l'annonce de la mort de Yasser Abou Shabab, l'une des figures à Gaza de l'opposition au Hamas. Oui, il aurait été battu à mort lors d'une rixe avec une tribu rivale, selon certaines versions, car les versions divergent. Le différend portait sur justement la répartition des territoires dans la bande de Gaza et sur le soutien aussi à apporter à Israël. Yasser Abou Shabab a été transporté vers l'hôpital Soroka de Beersheva. Il a succombé à ses blessures. Son adjoint aussi a été blessé, mais il est toujours en vie. C'est important. C'est un coup dur tout de même pour Israël, car Israël, les forces de sécurité israéliennes comptaient d'ailleurs sur Yasser Abou Shabab pour assurer la sécurité de la bande de Gaza dans le futur Gaza et dans l'après Hamas. Il y a d'autres informations aussi importantes. Le retour, bien évidemment, de la dépouille de ce travailleur agricole thaïlandais âgé de 43 ans qui a été assassiné le 7 octobre 2023. Il travaillait dans les serres du kibbutz Be'eri et donc Benyamin Netanyahou a indiqué aussi, il lui a rendu hommage, mais il a indiqué aussi s'activer pour essayer de ramener au plus vite Ran Gvili, qui est la seule dépouille d'otages encore restante, retenue captive par le Hamas dans la bande de Gaza. Le Premier ministre a promis de ne pas ménager ses efforts pour ramener ce Ran Gvili, le sergent-chef Ran Gvili, en Israël, David. Voilà, plus qu'un seul corps d'otage donc dans la bande de Gaza. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, en direct ce soir du sud d'Israël. Et c'est Mathias Inbar qui nous rejoint à l'instant, notre expert défense. Bonsoir. Mathias, alors plus qu'un seul corps d'otage à restituer. À l'instant, un nouveau communiqué qui vient de parvenir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou envoie une délégation dirigée par Gal Hirsch au Caire. Ce soir, ça vient de tomber, hein, c'est du direct. Le Premier ministre, demain matin, à Beaucaire, il y a de ça, non. C'est au passé, pardon. Ce matin, une délégation dirigée par Gal Hirsch, le préposé au gouvernement sur les dossiers des otages, est allée au Caire pour discuter justement de l'accélération du processus de telle manière à ramener Ran Gvili le plus rapidement possible. C'est une information qui a été tenue secrète toute la journée. Parce qu'on peut craindre que le Hamas fasse tout pour retarder cette restitution a priori ? Oui et non. Oui, parce que si l'administration Trump va jusqu'au bout de sa pensée et Israël ne lâche pas d'un iota le fait que le plan Trump exige
la restitution des armes et la fin du pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza pour justement entrevoir la phase 2, eh bien, le Hamas n'a aucun intérêt de rendre le corps maintenant. En revanche, si exactement comme je vous le disais hier, si le Qatar et la Turquie arrivent à leur fin et disent à Donald Trump, la phase 2 c'est maintenant, on ne doit pas attendre, mais à nos conditions et pas aux conditions israéliennes, eh bien Israël est extrêmement embêté parce qu'il va avoir de plus en plus de pression américaine. Tout est en train de se jouer véritablement de ce qu'on en appelle la diplomatie de nombre. Effectivement, on est sur un fil. Commentaire, Mathias, sur la mort d'Abou Shabab, Yasser Abou Shabab. Donc difficile, on le comprend, pour un Palestinien de s'opposer au Hamas depuis la bande de Gaza. C'est ce qu'il faut se dire après ça? Ça veut dire surtout, et c'est ce que je constate, d'abord que la guerre est religieuse et idéologique, David. Parce que s'il y a une guerre de clans, et si, selon mes propres sources, eh bien, certains éléments du clan Abou Shabab ont été payés par le Hamas pour agir et pour torpiller Abou Shabab, ça veut dire que cette guerre, elle n'est pas, j'ai envie de dire, diplomatique, comme on veut nous le faire croire dans certains pays et dans certains partis politiques. Ou territoriale. Elle est religieuse, elle est identitaire, puisque à partir du moment où un homme se bat pour son propre avenir, mais qu'il coopère, je ne veux pas dire collabore, parce que certains veulent démonter le mot, coopère avec Israël, eh bien c'est considéré comme une faute. Et comme c'est une faute, alors il faut le tuer comme un mécréant. Et donc ça prouve d'abord cela. Deuxième point, pour moi, qui est important, ça prouve que le Hamas a encore la main. Moi qui vous disais hier que le Hamas perd de sa superbe dans les alentours de Rafah et Tal al-Sultan, on voit malheureusement que même là, le Hamas garde la main, puisqu'il est arrivé à, comme il peut, à faire action et à faire éliminer au final Abou Shabab. C'est dangereux, ça prouve qu'on ne peut pas revenir au 6 octobre. Effectivement, c'est intéressant aussi. Effectivement, Mathias, votre avis sur ce que déclare le médiateur palestino-américain Bishara Baharaba. Il dit que le Hamas serait prêt à négocier sur son désarmement sous condition. Est-ce que vous y croyez? Barbare l'a toujours dit. Rappelons quand même aux téléspectateurs que c'est un homme d'affaires palestinien. Un homme d'affaires de Jérusalem-Est qui a fait fortune et qui négocie pour le Hamas depuis plusieurs mois. Il peut dire ce qu'il veut. Sa position, c'est la même que la Turquie et le Qatar à Barbare. C'est-à-dire, les armes du Hamas iraient dans un container gardé par éventuellement des acteurs de l'autorité palestinienne dont on sait pertinemment qu'ils peuvent être achetés par le Hamas, et ils garderaient ce qu'on appelle en hébreu des neshek kal, c'est-à-dire des mitraillettes, pour faire régner l'ordre, la sûreté. Et on sait qu'il y a des stocks qui sont en train de se constituer en dehors, très loin d'ailleurs de la région. Mais de qui se moque-t-on, David? D'abord, les Palestiniens de l'autorité palestinienne n'arrivent pas à gérer la sécurité à l'intérieur des grandes villes comme Naplouse, Jenin, où il n'y a plus d'autorité palestinienne. Et on va nous faire croire donc que ce sont les mêmes qui vont aller dans Gaza pour gérer les armes lourdes du Hamas. Donc on veut soit un 6 octobre, soit un nouveau 7 octobre. Malheureusement. Un dernier point, un dernier mot, Mathias, avec vous, des documents internes qui révèlent l'ingérence du Hamas, cette fois à l'intérieur des ONG financées, on précise, par l'Union européenne. Quelle surprise! C'est pas une surprise, c'est un secret de polichinelle. On a vu récemment que même la Suisse avait financé, par exemple, des projets au sein de l'université de Gaza qui servaient de refuge et d'endroit pour viser des soldats à l'intérieur de cette université qui n'avait rien, l'université, ou alors que le nom. Donc on voit bien véritablement, malheureusement c'est un secret de polichinelle, l'Europe fait tout pour essayer de masquer des preuves, et lorsque ça sort, eh bien, on estime du côté de certains partis politiques au sein de l'Union européenne, au sein du Parlement européen, que c'est un mensonge, ou alors que c'est une manière de dériver justement l'attention. Et j'ai lu aujourd'hui, par exemple, cette phrase qui m'a fait sourire: les génocidaires essayent de dériver l'attention du génocide vers des pseudo-scandales de corruption. Donc on voit bien véritablement que tout est politique. Effectivement, et le narratif. Merci beaucoup Mathias Inbar pour cette analyse. Allez-y, vous êtes chez vous. 10 secondes. Non, c'est votre émission. Juste un mot pour Roman Goffman, si j'ai le temps. Évidemment, on en reparlera dans quelques minutes. Oui, c'est le Gaza de demain. C'est hyper important. Parce que si effectivement Israël a failli dans sa doctrine, dans sa conception le 7 octobre, c'est en train de changer. Et là, Mossad, on parle de la tête du Mossad. La tête du Mossad, avec Général Zini, qui vient de l'armée, qui a été nommé à la tête du Shabak,
Roman Goffman, certes, il ne vient pas des renseignements et il ne vient pas des opérations spéciales, mais c'est un homme d'action, c'est un homme qui tranche, c'est un homme de conviction. Peut-être que le Mossad aussi en avait besoin. Je ne vais pas me faire que des amis ce soir au sein de l'agence. Vous verrez tout à l'heure avec la suite de l'émission, on aura justement 2 invités sur ce sujet extrêmement sensible. Merci beaucoup encore une fois Mathias Inbar. Et on remonte nous vers le nord. Nous allons frapper le Hezbollah. Difficile d'être plus clair. C'est donc l'avertissement qui a été lancé aujourd'hui par l'armée israélienne en direction des habitants du sud Liban. De la parole aux actes, puisque peu après Tsahal a annoncé avoir ciblé tout à l'heure plusieurs dépôts d'armes de la milice pro-Iran, des installations dissimulées au cœur de zones civiles, violation de l'accord, usage du bouclier humain, bref, aucun signe d'accalmie à l'horizon. Loïc Stécher-Chocron. C'est un appel destiné aux civils libanais. Cet après-midi, dans cette vidéo en arabe, l'armée israélienne prévient. Elle visera les cibles militaires du Hezbollah. Les Libanais vivant dans les zones sont priés de se réfugier à au moins 300 mètres des cibles. Des villages du sud Liban. Les derniers avertissements de ce type dataient du 19 novembre dernier. Ici, des secouristes bloquent la route menant à un des bâtiments menacés d'une attaque israélienne, Atchba. Depuis, d'autres cibles ont été visées par Tsahal. Les menaces israéliennes se font de plus en plus pressantes. Le Hezbollah est toujours armé. Et les tensions au Liban sont aussi politiques. Et hier, Simon Karam a été nommé par le président Joseph Aoun à la tête d'une délégation de supervision du cessez-le-feu, conclu avec Israël en novembre 2024. Une démarche destinée à négocier avec Jérusalem. L'homme est ancien ambassadeur du Liban à Washington. Conséquence, le Hezbollah est furieux. Ses organes de presse le font savoir aujourd'hui. Comme Al-Akbar, journal affilié à l'organisation terroriste qui n'en démord pas. Ce qui se passe aujourd'hui présage un désastre pour le gouvernement libanais. Comment peut-on confier la gestion des négociations avec un ennemi qui ne respecte plus rien à une personne qui passe ses jours et ses nuits à comploter pour éliminer non seulement la résistance, mais aussi ses partisans? Hier au sud Liban, Simon Karam a participé à une réunion en compagnie de représentants israéliens et américains. Une première depuis plus de 40 ans entre responsables civils libanais et israéliens. Une autre rencontre devrait avoir lieu le 19 décembre prochain. En tout cas, on reste dans ce schéma qui maintient la région au bord de l'embrasement, malgré donc certains efforts diplomatiques apparemment insuffisants. On interroge ce soir un expert, le docteur Walid Farès. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes expert en politique étrangère et vous êtes auteur de Futur Djihad. On va le voir, un best-seller que vous avez écrit. Alors, on retient cette phrase du Premier ministre libanais hier, important. Le Hezbollah doit rendre les armes. C'est une exigence centrale. L'arsenal d'armes du Hezbollah n'a pas dissuadé Israël et n'a pas protégé le Liban. Là, il a tout résumé. Le Hezbollah fait plus de mal que de bien au Liban. C'est un petit peu ce que tout le monde savait depuis longtemps. Oui, bien sûr. Au moins depuis 2005, 2004, en fait, quand les Nations Unies, le Conseil de sécurité, a voté une résolution qui est tout à fait importante et vitale, la résolution 1559, qui a déjà rendu nul et caduque la proposition de Hezbollah que ces armes, ces missiles sont sous l'égide de l'État libanais, sont légitimes. Non, les Nations Unies leur ont dit non, vous devez désarmer, rendre vos armes. Ce qui s'est passé pendant 20 ans, tiens, nous sommes en 2025 maintenant, c'est que les régimes, les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir libanais, que ce soit la présidence, le Premier ministre, surtout le chef du Parlement, le président du Parlement, n'ont pas agi, tout simplement. Ils ont essayé d'agir, c'était le seul gouvernement qui a essayé d'exécuter cette décision en 2008, en mai 2008. Et le résultat, le Hezbollah a envahi Beyrouth, du moins la moitié de Beyrouth et une partie de la montagne, et depuis existe au Liban comme un coup d'État non pas très secret. L'armée libanaise n'a pas bougé parce qu'elle n'a pas reçu d'ordre du gouvernement libanais. Tout ça jusqu'à la guerre israélienne avec Hezbollah. Alors, c'est ça. Tout a changé. Effectivement, oui. Effectivement. Alors, vous parlez de désarmement. On sait qu'il y a un problème de volonté et aussi de capacité pour le Liban à désarmer le Hezbollah. Tout le monde a peur en interne au Liban du Hezbollah. Vous pensez qu'Israël peut justement aider peut-être le Liban, les autorités de Beyrouth, en accentuant la pression, comme en ce moment, sur le Hezbollah? Tout à fait, c'est très clair. Enfin, les élèves des écoles militaires le savent. Si Israël tient le ciel, les cieux, l'air, et donc bombarde Hezbollah, Israël ne va pas envoyer ses propres troupes. Mais il faut que la République libanaise se charge du désarmement de Hezbollah et des autres milices qui entourent Hezbollah
Et il y a un grand problème, cette grande question psychologique. Si on avance vers Hezbollah, il va provoquer une guerre civile. Mais c'est déjà une guerre civile parce qu'ils tiennent ces régions avec leurs armes au sud, dans la banlieue sud et dans la Bekaa du nord. Ils le font déjà. Le problème, c'est que les États-Unis, qui sont tout à fait qui supportent, qui appuient Israël contre Hezbollah dans cette guerre-là, n'a pas encore mis toutes les pressions sur le gouvernement libanais de commencer, au moins dans les régions qui ne sont pas chiites, parce qu'il y a des régions au Mont-Liban, dans la Bekaa et à Beyrouth, où l'armée libanaise peut commencer. Elle a quand même 60-65 000 soldats et militaires. Ouais. Mais je pense que c'est une question psychologique, parce que la présidence, le Premier ministre, qui a sorti cette phrase importante que, en principe, c'est une question de principe, mais qui n'ose pas encore envoyer des unités, au moins dans les régions qui sont très lointaines de Beyrouth. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire, en fait, une pratique par Hezbollah, c'est les assassinats. Ces leaders ont peur qu'il y aurait des assassinats de la part de Hezbollah contre eux-mêmes. Ouais. Un dernier mot rapide, Walid Fares, parce qu'on sait qu'au Liban, malgré le fait que ce soit un petit pays, il y a une mosaïque de confessions, d'opinions politiques. Est-ce que vous pensez qu'une partie de la population aujourd'hui, au Liban, serait favorable à la paix, directement à la paix, carrément avec Israël ? 70% seraient favorables à ce que le gouvernement libanais retire les armes de Hezbollah, quel que soit le prix, je pense, des sunnites, les chrétiens, une petite partie des chiites. Mais au moins 50%, seraient favorables, très favorables à une normalisation avec Israël. Et presque 30 à 35% seraient tout à fait prêts à signer les accords d'Abraham. Voilà, c'est un bon début à suivre, en tout cas, cette évolution. Merci beaucoup à vous, Dr Walid Fares. On va revoir votre ouvrage, Un futur djihad, la couverture qui va donc apparaître sur votre écran. Livre très intéressant qui résume un petit peu la situation en ce moment au Liban. Merci à vous encore. Et à noter également que l'Irak a décidé de classer le Hezbollah libanais et les Houthis yéménites comme organisation terroriste. À la clé, un gel des fonds. Et puis, quelques heures plus tard, Bagdad a décidé de faire marche arrière, volte-face. La déclaration a été retirée suite à la pression publique dans un pays où, on le sait, Téhéran, parrain de ces milices, conserve une influence toujours sérieuse. Allez, passons tout de suite à l'édito, celui de Christian Mallard. Un personnage ce soir qui se faisait plus discret ces derniers temps, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir Christian Mallard, notre consultant diplomatique à Paris, dans nos studios. Christian, le refrain qui recommence pour Guterres, il accuse à nouveau Israël de crimes de guerre dans la bande de Gaza. On savait Antonio Guterres aveuglément pro-palestinien, mais pas au point d'accuser Israël de crimes de guerre à Gaza. Antonio Guterres déclare insidieusement, je cite, « L'objectif d'Israël était de détruire le Hamas. C'est Gaza qui est détruit et pas le Hamas. Israël s'est trompé dans sa façon de mener ses opérations. Nous avons toutes les raisons de croire que des crimes de guerre ont été commis. » Pour Antonio Guterres, les civils gazaouis n'ont pas été épargnés. Plus de 70 000 personnes ont été tuées à Gaza en 2 ans de conflit entre Israël et le Hamas, parmi lesquels 1200 Israéliens. Antonio Guterres oublie simplement de mentionner que le massacre du 7 octobre 2023 a été perpétré par les barbares du Hamas, soutenus par l'Iran. Antonio Guterres insiste sur le fait que les crimes de guerre sont vraisemblablement une réalité. Il déplore aujourd'hui qu'Israël continue de frapper Gaza. Il oublie qu'Israël est face à des terroristes. En revanche, il ménage les États-Unis qui, selon lui, ont joué un grand rôle humanitaire. Merci beaucoup Christian Mallard pour cet édito ce soir. Allez, on en vient à notre page spéciale consacrée à cette petite révolution qui s'installe dans les services de renseignement israéliens. Après le Shabbat, il y a quelques mois, souvenez-vous, les renseignements intérieurs, voilà que le Mossad, renseignement extérieur, va accueillir à sa tête l'actuel secrétaire militaire de Binyamin Netanyahou. Un choix qui bouscule les codes puisque Roman Goffman, 49 ans, n'est pas issu du sérail. Le Premier ministre prouve-t-il ainsi sa défiance vis-à-vis de ces institutions si sensibles? Portrait tout d'abord en compagnie de Loïc Stécher-Chekroun. C'est le possible nouveau visage du Mossad. Les services secrets israéliens. Roman Goffman a été nommé directeur de l'agence par Benyamin Netanyahou. Les 2 hommes sont proches. Roman Goffman est le secrétaire militaire du Premier ministre israélien. Sa nomination doit être validée par le gouvernement et la Cour suprême.
Né en Biélorussie en 1976, il fait son alia à l'âge de 14 ans. Se définit lui-même laïque, mais étudie pourtant à l'école de préparation militaire d'Élie, au lieu du sionisme religieux. Lorsque j'ai réalisé que je ne connaissais pas par cœur l'hymne national de l'État d'Israël, la Tikva, cela m'a secoué. J'étais sur le point de devenir officier dans l'armée israélienne et j'avais de si grandes lacunes. C'était le vide que je traînais depuis mon alia. Il gravit ensuite les échelons au sein de Tsahal, de combattant à chef d'état-major du Kogat, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires. Il est aussi le plus haut gradé de l'armée israélienne blessé lors des massacres du 7 octobre 2023. Lors de la guerre qui s'ensuit, il se démarque en prônant la mise en place d'un gouvernement militaire dans la bande de Gaza, une position qui tranche l'état-major de Tsahal y est résolument opposé. Un parcours quasi parfait, pourtant émaillé de zones d'ombre. Alors chargé de la surveillance de la frontière syrienne, il aurait enrôlé un civil mineur dans une opération d'influence non autorisée. Résultat, l'adolescent est condamné pour espionnage. Roman Goffman reçoit un avertissement. Il devrait prendre ses fonctions en juin 2026. Encore quelques mois de patience, le temps de nous poser 3 questions. Trois questions pour l'ancien directeur du département des personnes portées disparues du Mossad. Bonsoir Rami Igra et merci à vous. Alors Roman Goffman, secrétaire militaire personnel de Netanyahou, un profil qui peut surprendre. En général, c'est le Mossad lui-même qui soumet des noms de candidats issus de ses rangs. Est-ce que vous êtes surpris d'abord ? Oui, Roman Goffman n'a aucun passé, aucune connaissance, aucune notion de la gestion d'une organisation de renseignement comme le Mossad. Le Mossad est une organisation complexe et Goffman aura besoin d'années, 2 ans au moins, avant de comprendre ce qui s'y passe, qui fait avec qui et qui est contre qui. Ça va prendre beaucoup de temps. Il faut se souvenir que le chef du Mossad est l'axe central de l'organisation à cause des rôles critiques des opérations du Mossad, quel qu'il soit à la tête du Mossad, c'est lui qui prend les décisions. Et jusqu'à ce que Goffman comprenne suffisamment bien et sache ce qu'il faut promouvoir et qu'est-ce qu'il faut décider, jusqu'à ce qu'il ait l'intuition opérationnelle nécessaire, ça prendra très longtemps et l'État d'Israël va payer très cher cela. Vous êtes sceptique. Alors ça nous rappelle la nomination très contestée aussi il y a quelques mois à peine de David Zini au poste de patron du Shabak, renseignement intérieur, alors qu'il était là aussi général dans les rangs de Tsahal. Comment expliquer, comment interpréter cette tendance ? Est-ce qu'il y a une forme de méfiance de la part du chef du gouvernement vis-à-vis de ces institutions, des nominations qui seraient peut-être politiques ? Bien sûr, le Premier ministre cherche non pas le bien de la population, mais son propre bien personnel et sa confiance personnelle. Et donc, il a nommé qui il a nommé. C'est vrai aussi pour Zini. Zini aura besoin de très longtemps pour comprendre comment fonctionne le Shabak, pour savoir prendre les décisions nécessaires. Et on le voit dès à présent. Le fait que Zini soutienne la peine de mort contre les terroristes, alors que l'organisation, depuis toutes ces années, était opposée à cette loi pour des raisons très simples. À partir du moment où vous exécutez un terroriste, eh bien, il devient un martyr aux yeux des autres terroristes. Et non seulement ça, le terroriste veut être shahid. Le shahid, c'est celui qui se suicide pour sa foi. C'est la shuhada. Et qu'est-ce que vous faites alors si vous l'exécutez ou le condamnez à mort ? Eh bien, vous remplissez son souhait religieux dès le départ. Et donc ce fait, en tant que tel, montre que Zini ne comprend pas vraiment le matériel dont il est censé s'occuper. Et ça prendra très longtemps aussi pour Zini, et pareil pour Goffman, jusqu'à ce qu'il puisse commencer à fonctionner pour le bien des citoyens d'Israël, et non pas uniquement pour le bien du Premier ministre d'Israël. Ouais. Alors troisième question, concrètement, au quotidien, en termes de méthode de travail, d'efficacité, de vision globale, parce que c'est l'enjeu, est-ce que le changement, ce que vous disiez tout à l'heure, quelque part, peut être vraiment radical ? Et on pense notamment à la gestion de la situation dans la bande de Gaza.
Sans aucun rapport avec Gaza, il faut se souvenir qu'au Mossad et au Shabak, il y a des gens qui travaillent depuis de longues années, qui investissent toute leur vie pour l'État d'Israël. Le Mossad, depuis 2 ans, a fait la preuve qu'il est le meilleur des instituts de renseignement dans le monde. Ils ont fait des opérations invraisemblables en Iran et avec l'opération Biper. Et ceux qui ont fait tout cela découvrent ce matin que le Premier ministre, le grand chef, ne croit pas en eux et ne leur fait pas confiance. Et malgré tout leur investissement, leur travail, eh bien, ils sont doublés par un général qui a peut-être un bon lien idéologique avec le Premier ministre, mais il n'a rien à voir avec le sujet dont il s'agit. Et comme il est inconcevable de nommer un chef d'état-major parmi les rangs du Mossad, il est intolérable de nommer depuis l'armée un directeur du Mossad. Voilà, donc du sérail de préférence pour vous. Merci beaucoup Rami Igra d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions. Et on va entendre un autre son de cloche, c'est le parti pris de cette édition. C'est notre analyse qui s'y colle. Bonsoir Daniel Haïk, qui vient d'écouter ce qui a été dit, qui n'est pas, j'imagine, d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. Daniel, d'abord, pourquoi ce choix de Roman Goffman ? Il ne faisait aucun doute qu'il allait être d'entrée d'office contesté. Bien, parce que je crois que, et c'est évident, Roman Goffman appartient à ces généraux qui ont l'habitude de réfléchir en dehors des sentiers battus. Ce sont des généraux qui, durant toute leur carrière, ont essayé de ne pas adhérer à la conception quasi officielle de l'armée israélienne, à savoir celle d'une politique de retenue, celle d'une politique de défensive, avec tous les systèmes de défense que l'on a créés, que l'armée israélienne a créés au fil des ans, et qui était toujours plus offensive. Je vais vous donner un exemple. C'était en 2018. Roman Goffman était alors colonel, commandant d'une brigade de blindés israéliens, et il a été invité à prendre la parole devant l'état-major israélien et devant des centaines d'officiers supérieurs de l'armée israélienne. Et écoutez le message qu'il fait passer, un message très clair qu'il fait passer aux généraux de l'état-major, et regardez les sourires de ces généraux de l'état-major, de sourires moqueurs. Regardez cela. Monsieur le chef d'état-major, je tiens à vous dire que nous sommes prêts et voulons combattre. Je répète, nous sommes prêts et nous voulons combattre. Mais il y a un problème. Vous ne nous le permettez pas. Ah ouais. Alors vous avez vu ces sourires, ce sont les sourires de l'arrogance, de l'autosuffisance de nombreux généraux de l'armée israélienne qui disaient il n'y aura pas, le Hamas est dissuadé, le Hamas n'osera pas nous attaquer, le Hezbollah n'osera pas nous attaquer. Nous savons mieux que quiconque, mieux certainement que Roman Goffman, ce qu'il faut, et que ce qu'il faut pour Israël, c'est une politique de retenue, ne pas attaquer, ne pas aller va-t-en guerre. Eh bien non, Roman Goffman, c'est un général qui avait une autre approche. On voit qu'il a été moqué à l'époque. Eh bien, quelque part, la roue tourne d'une certaine manière, et ce qui a changé, c'est le 7 octobre. Donc c'est lui qui avait raison il y a quelques années. En tout cas, Daniel, Benyamin Netanyahou envoie un message fort avec cette nomination. Ah oui, certainement. Benyamin Netanyahou, avec cette nomination, comme avec la nomination de David Zini à la tête du Shin Bet, eh bien, vient d'une certaine manière dire quelque chose. Même s'il ne reconnaît pas sa responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre, et je suis le premier à le regretter, je l'ai dit à de multiples reprises ici. Même s'il ne reconnaît pas ses erreurs du 7 octobre ou sa responsabilité du 7 octobre, eh bien il a décidé de changer. Il a décidé de modifier les services de renseignement, les services de sécurité israéliens, l'armée, les Shin Bet, le Mossad israélien, et de leur donner une autre dimension, de leur donner une autre politique. Et Benyamin Netanyahou essaye de réparer. Il tire les leçons actuellement en nommant David Zini, en nommant Roman Goffman. Il tire les leçons de ce qui s'est passé le 7 octobre afin que le 7 octobre ne se reproduise plus. On ne peut pas à la fois reprocher à Benyamin Netanyahou de ne pas avoir reconnu ses fautes le 7 octobre et aujourd'hui le critiquer parce qu'il est en train de changer exactement, de corriger les erreurs du 7 octobre et de changer, de donner une autre approche, peut-être plus réaliste et plus véridique que celle qui a échoué lamentablement le 7 octobre. Ouais, un mot important que vous avez dit, Daniel, réparer. C'est donc votre parti pris ce soir. Merci beaucoup, Daniel Haïk. Allez, toujours plus d'actu dans la grande édition. Tout de suite, l'info chrono.
parlait pas plus tard qu'hier, le réseau d'espionnage tissé par l'Iran en Israël. Arrestation d'un habitant d'Ashkelon. Il est soupçonné d'avoir entretenu plusieurs mois durant des contacts réguliers et prolongés avec des agents du renseignement iranien. L'individu, Amir M, âgé de 37 ans, aurait reçu plusieurs milliers de dollars en échange de sa collaboration. Il a été interpellé au terme d'une enquête conjointe des renseignements et de la police de Jérusalem. Dans leur communiqué, les services de sécurité israéliens mettent en garde contre les tentatives croissantes de recrutement menées par des pays ennemis et autres entités terroristes. Peut-on laisser à l'abandon l'une des plus belles régions d'Israël? Le coup de blues en Galilée, 83% des jeunes juifs qui y habitent envisagent un changement de décor. Bilan inquiétant, un an après l'instauration du cessez-le-feu, le sentiment pour beaucoup d'absence de perspective et que les autorités délaissent cette région du nord du pays. Parmi les principales difficultés identifiées, pénurie d'emploi, sentiment d'insécurité, ce sera l'un des grands défis évidemment des prochaines années pour le gouvernement. Embouteillage en vue à l'aéroport Ben Gurion, une à une, les compagnies aériennes annoncent leur grand retour. Alors que Wizz négocie l'installation d'une base, c'est le britannique EasyJet, champion du low-cost, qui s'apprête à reprendre ses vols au départ et à destination donc d'Israël. Rendez-vous fixé pour mars prochain. Est-ce le début de la guerre des prix? En tout cas, déjà des vols disponibles pour Londres. Et puis la mode version nazie, une confirmation. Le géant Hugo Boss a bâti sa fortune sur la production d'uniformes et le recours au travail forcé au service du Troisième Reich. C'est la conclusion d'une nouvelle étude académique publiée dans la revue Internal Security. Elle retrace l'évolution de la société. Elle analyse ses tentatives de blanchir son histoire. Hugo Ferdinand Boss, le fondateur, avait adhéré au parti nazi dès 1931 avant de décrocher des contrats lucratifs. 8 décennies après la Shoah, Hugo Boss est aujourd'hui solidement implanté, et oui, en Israël. Et comme par hasard, on va parler d'antisémitisme. Parce que pas un jour ne passe, pas une région du monde épargnée par ce fléau de la haine anti-juive. La scène se déroule cette fois dans une synagogue de Californie. On va retrouver notre correspondant en direct des États-Unis et de Washington. Bonjour Antoine Delard. Alors Antoine, c'est un groupe de pro-palestiniens qui font irruption et qui menacent des fidèles. Vous nous racontez tout cela. Oui, en fait, la scène s'est passée sur le campus d'une synagogue de Los Angeles et dans une salle voisine de la synagogue. Eh bien, une réunion était organisée hier sur le thème de la sécurité et parmi les orateurs, parmi les invités, il y avait des représentants de l'industrie de la défense israélienne et c'est pour cette raison qu'une manifestation a été organisée sur le trottoir devant le campus de la synagogue. Manifestation pour protester contre l'industrie de la défense israélienne qui, aux yeux des manifestants, eh bien, a participé au génocide à Gaza et s'est rendu coupable d'un crime de guerre puisque cette industrie de la défense fournit des armes à Tsahal. Alors le problème, c'est que ce rassemblement a rapidement dégénéré. On a entendu des slogans antisémites, des menaces, quelques dégâts matériels également. Sur une vidéo, on voit notamment plusieurs individus cagoulés ou alors le visage masqué qui sont situés devant la porte du campus et qui menacent et qui sont une posture très menaçante. La police a dû intervenir pour disperser les manifestants. 2 d'entre eux ont été arrêtés pour des voies de fait et des destructions de biens. La maire de Los Angeles a réagi. Elle dénonce un acte odieux et elle annonce un renforcement des patrouilles de police devant tous les lieux de culte. Cet incident intervient dans un contexte déjà très tendu aux États-Unis où les actes antisémites atteignent des niveaux records depuis les attaques du 7 octobre. Merci beaucoup Antoine Delard, en direct de la Maison-Blanche à Washington. Nous y voici, épilogue de notre série, notre dossier de la semaine, Israël et l'Église à l'occasion du voyage du pape dans la région. 2000 ans de tension, 5e et dernier épisode. On était parti des racines de la discorde il y a 2 millénaires. On a passé en vue les différents courants, les différentes nuances, la bataille aussi des lieux saints. Hier, c'était le passage de l'antisémitisme à l'antisionisme. Eh bien, on va conclure avec le point de vue, cette fois, d'Israël sur l'Église. Comment perçoit-on cette religion, cette culture, à la fois si proche et si lointaine du judaïsme? Constat forcément ambivalent, avec, vous allez le voir, un méli-mélo politique, stratégique ou même identitaire. Le passage en vue signé Mathieu Winding.
Dans les cercles politiques israéliens, le christianisme n'est pas une question théologique mais diplomatique. D'un côté, neutralité prudente face au Vatican, de l'autre, soutien massif de l'électorat évangélique américain, devenu un pilier de l'alliance Israël-États-Unis. Résultat, c'est un calcul permanent. Si l'on éprouve de la gratitude face à l'appui politique, on garde ses distances quant au discours théologique. Israël abrite des dizaines d'églises, souvent propriétaires de vastes terrains, notamment à Jérusalem. Leur statut fiscal et leur franchise d'impôts créent régulièrement des frictions. Les municipalités réclament des impôts locaux, les églises répondent que leur statut remonte à l'Empire ottoman. C'est une négociation perpétuelle où la diplomatie et l'économie s'entremêlent. Une dimension demeure sensible, les campagnes de missionnaires plus ou moins discrètes restent perçues comme une ligne rouge pour de nombreux Israéliens. Les mouvements comme Jews for Jesus rappellent de vieux traumatismes historiques. Même si le christianisme n'est plus une menace, il touche ici à l'identité juive, à la mémoire et à la protection d'une continuité. Pour le judaïsme rabbinique, le christianisme reste un autre langage. Vision du divin, rapport au corps, à la loi, à l'étude et à la rédemption, deux manières de penser le monde, parfois parallèles, parfois convergentes, mais rarement superposables. Si le dialogue est respectueux, il n'y a pas de proximité réelle. Enfin, Israël regarde aujourd'hui le christianisme comme un ensemble d'alliances possibles, les évangéliques américains et leur influence politique, les églises d'Éthiopie et le lien historique, le monde latino-évangélique et son soutien croissant, l'Europe catholique, surtout protestante, qui est souvent critique mais incontournable, surtout à l'heure du combat commun contre le terrorisme, islamisme et le retour en force du patriotisme. C'est un paysage éclaté que Jérusalem doit gérer comme une carte diplomatique à multiples entrées. Entre mémoire, foi, politique et stratégie, la relation Israël-christianisme n'est certes plus un conflit, mais un équilibre délicat fait d'intérêts communs, de divergences persistantes et d'une histoire qui, elle, n'est jamais très loin. Alors quoi de mieux qu'une petite anecdote qui pourrait illustrer et résumer cette complexité. Bonsoir Mathieu Winding. Vous allez nous raconter, Mathieu, merci pour ce reportage. Vous allez nous raconter un petit peu comment le secteur de l'immobilier, à Jérusalem, est bien subi parfois cette histoire si compliquée. Et oui David, c'est une histoire digne d'un film de Monty Python, d'un sketch. En 2018, la municipalité de Jérusalem veut taxer les propriétés de l'église qui sont exemptées d'impôts depuis des siècles. Petite précision, il ne s'agit pas de taxer des églises, des lieux de culte ou des lieux dédiés à l'enseignement de la religion, mais des biens immobiliers comme les maisons d'hôtes, les immeubles d'habitation, les terrains. Et pour l'Église, l'idée de payer la taxe foncière municipale, la fameuse Arnona, dont tous les Israéliens s'acquittent tous les 2 mois, est tout simplement hors de question. Un vent de panique dès leur souffle et les patriarcats s'alarment, les églises s'insurgent et le Saint-Sépulcre, un beau matin, ferme ses portes en signe de protestation. C'est une première historique. Les pèlerins découvrent une pancarte sur laquelle est écrit « Fermé pour cause de litige fiscal ». Une banderole appelant à la fin des persécutions est déroulée sur la façade de l'église et l'église donne comme argument le statu quo qui a été décidé à la période ottomane en 1852 pour être précis, qui a été maintenu par les Britanniques dans les années 20 et 30 et ensuite par les Jordaniens. Un autre problème soulevé par cette crise est le problème des terrains appartenant à l'église qu'elle a pu revendre. Ce sont des terrains loués à l'État et par certaines églises avec des baux de 99 ans qui ont pu être revendus à des investisseurs privés. Ce problème-là n'est toujours pas résolu. C'est une véritable bombe à retardement pour l'immobilier à Jérusalem. L'affaire de la taxe foncière, elle, s'est terminée avec un compromis, mais elle illustre une relation millénaire et respectueuse qui est aussi basée sur des équilibres fragiles hérités d'autres périodes. On l'a vu, la période ottomane et la période britannique. Et ces équilibres peuvent vaciller et se révéler explosifs. Voilà, le résultat de 2000 ans d'histoire compliquée, effectivement, encore une fois. Merci beaucoup, Mathieu Winding. Et ce soir, on a le plaisir d'être avec le Rav Guy Alalouf. Bonsoir et merci. Vous êtes rabbin, vous êtes chef de communauté et vous êtes très suivi en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux, notamment pour apporter un éclairage régulier sur l'actualité via le prisme de la Torah. Vous connaissez très bien le christianisme. D'abord, si on vous demandait de choisir, vous, 2 ou 3 points fondamentaux ou des fractures idéologiques qui rendent les visions du monde juif et chrétienne incompatibles, ce seraient lesquels pour vous? Je pense qu'aujourd'hui, de notre temps, le point central qui nous concerne, c'est comment gérer en temps de crise. En temps de crise, les relations sont testées. Aujourd'hui,
face à l'Église catholique, nous échouons dans les relations parce que les grandes dissensions se révèlent. L'Église catholique ne reconnaît pas l'État d'Israël comme une réalité théologique acceptable avec laquelle on pourrait vivre. Mais c'est quelque chose de politique qui n'est pas vraiment acceptable. Bref, et tous les problèmes théologiques surgissent quand les Juifs doivent utiliser la force, quand ils sont en guerre. L'Église catholique est la première qui s'y oppose et nous accuse aussi de génocide. Souvenez-vous que le pape François, le précédent pape, est le premier à avoir utilisé le mot génocide dans le dialogue international à propos d'Israël. Et les écarts théologiques sur la guerre sont extrêmement forts ces jours-ci. Effectivement, on l'a vu à l'occasion de cette visite du pape, encore une fois, qui a condamné, en tout cas qui a sous-entendu qu'Israël attaquait le Liban, en l'occurrence ce serait le Hezbollah. Alors l'alliance d'aujourd'hui entre les courants nationalistes en Israël et les courants évangéliques aux États-Unis qui influencent directement, on le sait bien, Donald Trump et sa politique vis-à-vis d'Israël, comment vous la percevez cette alliance? Est-ce qu'elle est si évidente, si naturelle pour vous? Je ne pense pas que ce soit quelque chose de naturel. Je pense que c'est quelque chose de très complexe. Nous sommes très inquiets de ces conceptions. Nous, en tant que Juifs en Israël, les évangéliques ont des programmes messianistes théologiques pour Israël et eschatologiques. Nous ne savons pas ce qui va se passer et comment ils réagiront le jour où ces projets ne se réaliseront pas. Par exemple, ils ont l'intention de convertir tous les Juifs quand les Juifs reconstruiront le temple et tout ce genre de choses. Nous sommes très inquiets du résultat sur le long terme. Je crains que l'alliance avec les évangéliques est très complexe et doit être très, très prudente pour ce qui concerne les Juifs d'Israël. Ouais. On est dans le bon timing, Rav Alalouf, puisque cette semaine, la lecture hebdomadaire de la Torah concerne la relation entre Jacob, justement, et son frère Esav, son frère jumeau, symbole de la confrontation Israël-Occident. On reste sur ce schéma d'un paradoxe, c'est-à-dire des frères jumeaux à l'origine, mais deux chemins, finalement, qui se sont séparés. Absolument, absolument. Mais il faut se souvenir que quand les voix sont très différentes, nous restons frères. Nous croyons que nous devons continuer à vivre ensemble. J'ai vu les images autour des grandes questions, comment on considère les chrétiens ici en Israël. Je crois que nous devons considérer les chrétiens comme des êtres humains avec respect et comme des frères proches, même s'ils sont très différents dans leur foi. Au-delà de cela, et l'inquiétude pour les Juifs à travers le monde entier, nous savons que beaucoup de nos frères de Beth Israël vivent dans des pays chrétiens et même s'ils ne sont pas religieux, les pays sont quand même des pays chrétiens qui souffrent de antisémitisme et nous sommes inquiets et nous attendons qu'on considère les Juifs comme il le faut en France, aux États-Unis et partout dans le monde entier. Ouais, on parle beaucoup de valeurs judéo-chrétiennes en ce moment en Europe, justement. Il y a une sympathie de pas mal de pays qui ont viré à droite politiquement pour le patriotisme israélien. Est-ce que là aussi vous voyez peut-être des ressorts théologiques sur ce rapprochement de valeurs identitaires? Oui, écoutez, je pense en effet que ça n'est pas seulement avec la droite. Je pense que c'est tout ce qui est centre-droit, tous ceux qui sont enracinés dans le monde de la tradition sont reliés aux idées de droits humains, de l'homme qui est créé à l'image de Dieu, du libre arbitre, du développement humain, que l'on trouve dans le judaïsme et dans le christianisme. Nous croyons naturellement à beaucoup de choses dans les textes sacrés qui sont communs. Et tout cela, tant qu'on respecte les limites les uns des autres, en tant que juifs, nous devons comprendre que nous n'attendons pas des chrétiens de croire ce en quoi nous croyons. Et les chrétiens, surtout, doivent comprendre que la mission pour nous est extrêmement dangereuse. Ici, en Israël, c'est tout à fait intolérable. Notre mémoire historique de long terme est très, très vigilant à ce propos. D'ailleurs, pour conclure ce grand dossier de la semaine, on a parlé de ça toute la semaine, l'une des grandes leçons de ces 2 millénaires, finalement, c'est que ni l'oppression du Vatican, ni les siècles qui ont été passés sous l'influence de l'Occident, donc l'assimilation aussi bien souvent, n'ont pu avoir raison de l'essence du peuple juif et de sa tradition qui apparaît aujourd'hui peut-être plus revigorée que jamais. Est-ce que vous pensez qu'Israël, le judaïsme, s'affirme aujourd'hui depuis la terre d'Israël ? Absolument. Je pense que c'est une des grandes difficultés pour les chrétiens.
ce qui pour nous est une rédemption. Nous pensons vivre des jours de rédemption. Nous réalisons notre vocation en vivant ici, en terre d'Israël, dans l'État d'Israël. Et je pense que les Juifs du monde entier sentent la même chose et sont liés à cela. Pour les chrétiens, c'est complexe. Du point de vue théologique, la théologie chrétienne considère le judaïsme comme une religion dépassée, que les Juifs devraient baisser la tête et reconnaître. Et donc, c'est un des problèmes pour les chrétiens qui doivent réfléchir à comment reprendre toute cette idée théologique. Voilà, extrêmement intéressant. Merci beaucoup à vous, en tout cas, Rav Guy Alalouf, pour cet éclairage en direct dans la grande édition. Merci d'avoir accepté notre invitation et remercie également Gisèle Abazan pour la traduction. Il y a autre chose, un événement rare cette semaine en Israël, une délégation de leaders religieux, notamment des imams qui sont venus d'Afrique francophone, en l'occurrence Togo, Sénégal, Cameroun, entre autres. Ils ont été reçus à la résidence présidentielle de Jérusalem par Yitzhak Herzog en personne et ils ont visité les lieux saints et également certains des sites où la barbarie malheureusement du Hamas a sévi le 7 octobre 2023 dans le sud du pays. Nous sommes ce soir avec l'imam Ido Mohamed Awali. Merci à vous, vous êtes secrétaire permanent de l'Union musulmane du Togo et imam ratib de la mosquée de la Maison du Hadj. Quelques mots pour commencer sur le pourquoi de votre visite en Israël cette semaine. Et c'est très important notre visite ici en Israël parce que c'est une terre sainte, comme on l'appelle chez nous, Beit el-Maqdis. Et donc c'est vraiment, étant musulman, c'est une terre très importante pour nous. Nous avons une mosquée ici très importante dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les 3 mosquées dont le musulman peut voyager pour visiter. Et il y a Masjid al-Aqsa où lorsque nous faisons la prière là-bas, nous avons une récompense de 500 prières. Donc ça vaut le coup. Et non seulement ça, beaucoup de prophètes ont fait l'Israël ici. Donc, Sayyidina Isa, Sayyidina Moussa. Alors, tous ces prophètes sont nos prophètes. Lorsqu'on dit Sayyidina Isa, alayhi salatu wassalam, on dit paix et salut d'Allah sur lui. Sayyidina Moussa, alayhi salatu wassalam. Donc, je dois savoir l'histoire de Sayyidina Isa, comment ça s'est passé, sa naissance, et où. Sayyidina Moussa, alayhi salatu wassalam, également. Donc, ainsi que Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Donc, vraiment, c'est un grand plaisir, c'est très important pour nous de visiter ce lieu. Ouais. Cette visite, donc, on comprend qu'elle revêt une importance symbolique à l'heure où d'autres tentent, comme on le sait, de salir l'image d'Israël. Quel est le message que vous souhaitez apporter justement ici ? En fait, pour nous, comme islam étant vraiment une religion de paix, c'est un message de paix. Ah oui. Un message de paix parce que la paix est possible partout dans le monde. La paix est possible et la paix n'est pas une utopie. Et là, c'est un devoir, c'est une responsabilité commune. C'est une responsabilité commune et un devoir sacré. Donc la paix est possible partout. Donc le message que nous avons, c'est que la paix est possible et qu'ensemble nous pouvons, n'est-ce pas, construire la paix. Et pourvu que, en fait, nous arrivons à écouter l'autre, nous arrivons à accepter l'autre, nous arrivons, n'est-ce pas, aussi à respecter la dignité de chaque humain, nous arrivons, n'est-ce pas, à la justice sociale, je pense que la paix, elle est possible. Elle est possible. Donc, c'est un message très important pour nous. Vraiment, la paix, elle est possible si nous changeons nos comportements, nos mentalités, et que nous acceptons, on se pardonne parce que le pardon, il est très important. Il faut se pardonner. Il y a eu des erreurs, mais il faut avoir le courage, la patience de pardonner, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala le dit dans le Coran. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Wasta'inu bis-sabr. Sauvez-vous à partir de la patience, was-salah, et de la prière, de l'invocation. Et ça va aller, comme il est dit quelque part aussi. Ya ayyuhalladhina amanu sabiru was-sabiru war-rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Voyez-vous? Donc soyez patients, soyez endurants, soyez toujours ensemble, ne soyez pas divisés et craignez Dieu, soyez justes, vous allez réussir. Et donc, sur ce, je pense que la paix, elle est possible au fond du cœur. Alors la paix, ça passe aussi par le narratif et on sait bien que la couverture médiatique, elle est compliquée pour Israël en Europe souvent. Est-ce que vous pensez que cette couverture médiatique de ce qui se passe à Gaza, elle est différente en Afrique si on la compare par exemple avec ce qui se passe en France ou en Europe ?
En fait, pour dire que nous, en Afrique, les images que nous avons viennent de l'Europe. Donc, ce que l'Europe montre, c'est ce que nous voyons. Donc, nos pays respectifs n'ont pas des moyens nécessaires pour envoyer des journalistes sur des terrains. Et donc, ce que nous avons vient de l'Europe, soit des chaînes que je peux pas... en fait, ça nous vient de l'Europe. Ouais. On a parlé un peu plus tôt cette semaine de la visite de scientifiques africains en Israël. Est-ce que pour vous, Israël, c'est aussi un pays qui compte pour l'avenir de l'Afrique en termes d'innovation, en termes de technologie? Est-ce que vous pensez que c'est un pays qui peut apporter au continent? En fait, l'Israël peut porter beaucoup à l'Afrique. L'Israël peut porter beaucoup à l'Afrique. Je me dis, si un peuple s'est organisé depuis 1948 et a pu se développer jusqu'à ce niveau dans le monde, et je pense que nous, en Afrique, on existait. Donc, quelle est l'évolution que nous avons? Donc, franchement, nous, voilà, il y a de l'avenir et qu'elle peut vraiment, vraiment, vraiment assister, n'est-ce pas, les pays africains. En fait, lorsque nous avons eu la chance aussi de visiter les kibbutz où l'agriculture est tellement développée, je pense que on peut copier beaucoup de choses, on peut apprendre beaucoup de choses, vraiment. Donc, je peux dire que vraiment, l'Israël peut vraiment aider l'Afrique dans beaucoup de choses. Et surtout, moi, je suis togolais, donc franchement, sur beaucoup de plans, sur la lutte contre le terrorisme, par exemple, chez nous, nous avons une politique très importante qui est le fait de lutter contre le terrorisme et l'idéologie terroriste. Parce que lorsque les armes, ça tue le terroriste, eh bien, la sensibilisation, la formation tue l'idée terroriste. Parce que si la personne est morte et que l'idée existe, ça va toujours émerger. Donc, avec cette compréhension des choses, la sensibilisation, le bon comportement, en fait, c'est quelque chose de très important. Parce que la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et quels auront été, pour conclure, les temps forts de ce voyage, si vous deviez le résumer? En fait, comme je le disais, nous sommes là en tant que des leaders religieux, en tant que des personnes engagées dans le dialogue interhumain. Donc, c'est une visite qui est spirituelle, je peux le dire, parce que nous sommes là pour prier. Au même moment aussi, connaître aussi les autres confessions religieuses. Voilà, comme je le disais, nous avons eu la chance aussi de connaître chez moi. Il y a différentes, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a des autres aussi qui existent. Donc, ayant leur histoire ici en Israël, il va falloir que je puisse visiter. Donc, au retourner de mon pays, je peux leur raconter, j'étais ici chez vous, vraiment j'étais à Galilée, j'ai visité également le temple des... Voilà, j'ai visité beaucoup de choses. Donc, voilà, arrivé, mes compatriotes qui n'ont pas la même foi que moi, je peux dire que j'ai visité leur lieu. Je pense que c'est quelque chose aussi qui va renforcer le dialogue, la fraternité, le compatriotisme entre nous. Donc, c'est une chose vraiment très importante. En fait, il faut dire que c'est un grand plaisir pour nous, en fait, de venir ici. Et si je dis pour nous, parce que nous sommes une délégation des imams francophones qui sont ici, qui ont composé, n'est-ce pas, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo, d'où je viens. Et donc, pour dire que c'est quelque chose de très important, vraiment. Voilà, se rendre sur place et raconter ce qu'on y voit, c'est l'essentiel, effectivement. Merci beaucoup à vous, Imam Ido Mohamed Awali, d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci à vous et bon retour donc au Togo. Voilà, on a fait le tour des religions ce soir. Tout autre chose à présent, le géant Google a publié aujourd'hui son traditionnel bilan annuel. Et quels ont été les mots-clés les plus recherchés par les Israéliens cette année? Malgré la guerre avec l'Iran, les missiles quotidiens, les rebelles outils, eh bien, les Israéliens se sont intéressés à des sujets bien différents, notamment les poupées Laboubou. Explication Eva Fasseli. En tête des recherches ludiques, d'abord un phénomène commercial, l'acquisition par Google de la société israélienne Wiz, la plus grande acquisition de Google, mais aussi le plus grand exit pour une société israélienne avec un montant de 32 milliards de dollars. Puis les poupées Laboubou, un phénomène mondial, l'éclipse lunaire et la canicule extrême complètent ce top des curiosités légères en Israël. Un classement presque insouciant avant que la réalité sécuritaire ne reprenne le dessus, car côté politique
politique et défense, le nom le plus recherché est celui du chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, juste après la guerre avec l'Iran, puis l'affaire de la procureure militaire en chef et la ministre Maï Golan. Même Greta Thunberg avec la flottille pour Gaza entre dans le top 10. En ce qui concerne les personnalités les plus recherchées cette année en Israël, les ex-otages à Gaza, comme Arbel Yehoud, Avinatan Or, des noms devenus des symboles. Et puis les disparitions, notamment dans le cinéma, la mort brutale de l'acteur Alon Aboubdoul, Ziv Rivash, également figure légendaire du cinéma israélien, ainsi que l'acteur et réalisateur Rami Euberger, décédé en août dernier. Toujours côté figure culturelle, la chanteuse Yuval Raphael qui a représenté brillamment Israël à l'Eurovision, ou encore Daniel Amitz, dont la relation avec Émilie Damari a embrasé les réseaux sociaux, font partie des personnalités les plus recherchées. Dans les questions les plus posées, un mot revient. Pourquoi ? Pourquoi les tirs iraniens dans la nuit ? Pourquoi Yair Netanyahou à Miami ? Pourquoi une telle affaire judiciaire ? Des interrogations en boucle dans une année d'incertitude. Côté divertissement, la série la plus recherchée des Israéliens est Or Rishon, récit du 7 octobre. En musique, Omer Adam domine avec son titre Malkat Ador, recherché pour ses paroles. Enfin, côté technologie, sans surprise, l'IA écrase tout. Les Israéliens semblent donc malgré tout garder une certaine légèreté malgré les 2 années de guerre et les menaces qui pèsent sur le pays. Voilà, vous savez tout sur l'internet des Israéliens. Alors j'ai une mauvaise nouvelle malheureusement. Pour conclure cette édition, vous l'aurez compris, Enrico Macias ne sera pas avec nous ce soir. Petit contretemps malheureusement, on s'excuse. Mais ce n'est que partie remise, ce sera a priori pour la semaine prochaine. Merci à tous de votre fidélité, de votre attention. Tout de suite, ça se débat. Raphaël Hassine entouré de ses débatteurs. Très bonne soirée à tous sur Actualité Différente.